Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire, mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator, mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducatrices qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification. Tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com/cathy.intro. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiohtià:ke ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, ou Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Motivation, priorité et action, une invitation à voir grand et à suivre tes rêves. Comme tu l'as remarqué, les épisodes du podcast ne sortent plus avec autant de régularité et je m'en excuse. Avant, je trouvais du temps pour écrire et enregistrer. Même si j'étais occupée, je prenais du temps pour faire les épisodes en temps et en heure, c'est-à-dire que ce n'était pas en retard, pendant la saison. De même pour les newsletters, j'étais un peu plus assidue et régulière avec les échéances que je m'étais fixées. En contrepartie, j'apprenais le japonais vraiment en dilettante. Pour être honnête, je me considérais comme une mauvaise apprenante, entre guillemets, dans le sens où je n'étais pas efficace car je n'avais pas de stratégie. Je ne suivais pas les conseils que je donne en tant que coach de français, et si j'ai progressé en expression orale au niveau de la fluency, je ne progressais pas autant que je le voulais avec la grammaire et le vocabulaire par manque de pratique ciblée. Bon, comme je suis coach et que mon mot d'ordre est la bienveillance envers soi-même, je ne laissais pas ces pensées négatives m'envahir car je savais que cette langue n'était pas une priorité, tandis que le podcast, lui, l'était. En effet, ce podcast est le moyen principal qui me permet d'aider un plus grand nombre d'apprenants et apprenantes de français, dont une partie va ensuite décider d'approfondir en travaillant avec moi en coaching individuel. Le podcast a donc un impact direct sur ma capacité à payer mes factures et à vivre sans stress financier, et aussi notamment à payer mes propres cours de langue en tant qu'apprenante. Et le japonais était juste un loisir. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Tout simplement, j'ai appris que je vais aller habiter au Japon pendant 1 an, et en plus dans une zone peu fréquentée par les expats et les touristes étrangers. Donc, premièrement, j'ai eu pas mal de paperasse à remplir et de formalités à accomplir, donc forcément moins de temps pour le podcast. Et deuxièmement, j'étudie plus sérieusement la langue pour être capable de tenir une conversation du quotidien quand je serai là-bas. C'est pas une exigence pour le programme auquel je participe, mais j'ai envie d'être capable de communiquer et de tisser des relations avec mes collègues et les gens de la communauté. Et bien sûr, je vous en dirai plus dans ce podcast quand je serai là-bas. Mais donc récemment, mon emploi du temps a changé et j'ai dû laisser de côté certaines choses. Et donc, en tant qu'entrepreneur individuel, j'ai le choix de faire mes propres horaires. Si je ne respecte pas les échéances du podcast, vous allez peut-être être déçus et j'aime pas l'idée de ne pas respecter mes engagements, mais entre faillir à ma promesse, c'est-à-dire ne pas tenir ma promesse, et prendre du temps pour déconnecter et préserver ma santé mentale, j'ai choisi de prioriser la santé et je vous remercie de votre compréhension. Dans beaucoup d'entreprises, l'employeur voudrait le beurre et l'argent du beurre. Vouloir le beurre et l'argent du beurre,
C'est quand on veut deux choses qui ne sont pas forcément compatibles l'une avec l'autre. Ici, ça serait par exemple un ou une employée qui est bilingue ou qui parle un français très avancé et précis et qui comprend tout ce qu'on lui dit et qui est capable de tenir les objectifs ambitieux qui lui sont fixés. Mais c'est plus rare de trouver un employeur qui reconnaît qu'apprendre une langue prend du temps. Et c'est rare de trouver un employeur qui équilibre la charge de travail et la charge d'apprendre une langue ou de perfectionner une langue. En fait, c'est l'individu qui doit redoubler d'efforts sans être nécessairement récompensé par une augmentation de salaire en conséquence des efforts fournis pour apprendre cette langue. C'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part de l'employeur. Je pense que beaucoup ne réalisent pas ce que ça implique d'apprendre une langue à un haut niveau, les ressources en temps et en concentration que ça demande à une personne. Si on a l'esprit préoccupé par le stress quotidien du travail et des objectifs à remplir, on diminue l'attention qu'on peut consacrer à la langue, donc on apprend moins rapidement et moins profondément. Alors j'espère qu'un jour l'acquisition de compétences linguistiques dans le cadre du travail sera valorisée et considérée comme un objectif en tant que tel, et donc une possibilité de négocier un bonus de performance si ces objectifs sont remplis, et pas seulement les objectifs liés au poste pour lequel tu es employé. Si tu sens que ton employeur veut le beurre et l'argent du beurre, ou au contraire qu'il ne voit pas les avantages que pourrait apporter le fait que tu maîtrises mieux le français, je t'encourage à essayer de le convaincre du bien fondé de ta démarche. Tiens, ça ferait un bon sujet de DELF, ça d'ailleurs. Par exemple, le sujet, ça pourrait être « Votre employeur exige que la langue de travail soit le français, ou l'anglais dans un pays dont ce n'est pas la langue officielle, mais refuse d'ajuster la charge de travail demandée aux employés. Par exemple, il programme les cours de langue pendant l'heure du déjeuner et non sur les heures de travail. Vous écrivez à votre direction pour expliquer pourquoi vous ne trouvez pas ça normal. » Je ne sais pas si ça a déjà été imaginé par le DELF, mais j'aimerais bien voir un sujet comme ça. Maintenant, imagine que l'amélioration de ton français soit la condition sine qua non de la réalisation ou non d'un projet qui te tient à cœur, qui te fait vibrer. Si la maîtrise du français était la clé d'une vie plus épanouissante, au niveau professionnel ou social, est-ce que tu ne serais pas plus motivé pour travailler sur tes points faibles linguistiques et sur tes blocages mentaux ? En fait, si je suis tout à fait honnête, je crois qu'il y a un autre facteur qui m'a bloqué pour sortir les épisodes du podcast récemment. Et justement, c'est un blocage mental. Ces derniers temps, comme dans le cas des 2 épisodes précédents sur l'expression orale et l'immersion, je me suis inspirée de ma propre expérience et de ce que j'ai vécu en séance de coaching avec mes clients et clientes. À cause de ça, je pense que je me sens un peu plus vulnérable. Quand l'inspiration me frappe, déjà l'inspiration ne me frappe pas à chaque fois que j'ai décidé de sortir un podcast, donc c'est vrai que parfois, en plus du manque de temps, il y a le fait que je ne suis pas inspirée par le sujet sur lequel j'ai décidé d'écrire. Donc dans ce cas-là, soit je sors un épisode peut-être un peu plus factuel où je suis moins engagée, soit j'attends comme je l'ai fait ces dernières semaines. Et quand l'inspiration me frappe, je peux écrire un épisode de type coaching assez rapidement en fait. Mais après avoir mis le point final ou après l'écriture d'une trame à laquelle il manque quelques éléments sur lesquels je bloque, je crois que mes saboteurs ressurgissent illico. Illico, ça veut dire rapidement ou aussitôt. Est-ce que je n'ai pas écrit un tissu de conneries dans cet épisode sur lequel j'ai vraiment laissé parler mon expérience et les choses que j'ai vécues moi-même ou avec les coachés ? Est-ce que c'est compréhensible ou est-ce que ce sont des divagations sans queue ni tête qui ne vont pas vous aider ? Est-ce qu'il y a des angles morts, des blind spots que j'identifierai seulement quand il sera trop tard, quand l'épisode sera diffusé en ligne et que je ne pourrai pas y toucher ? Alors comme j'étais préoccupée par les paperasses à remplir, les rendez-vous médicaux et d'autres choses, j'ai pas eu la disponibilité d'esprit de m'auto-coacher pour me raisonner et repartir de l'avant. Je l'ai fait cette semaine parce que j'ai pu me reposer et reprendre un rythme plus normal. Et donc, tu vois, le podcast sort pas comme prévu, mais le podcast sort. Je peux l'enregistrer et prendre le temps de le monter et de le rendre disponible en ligne. Alors que je pourrais décider de faire autre chose parce que, comme tu le sais, on trouve toujours d'autres choses pour remplir le temps qui est disponible. Et pourquoi je te dis tout ça ? Pourquoi je te partage ce processus qui est parfois douloureux pour sortir un podcast ?
pour que tu vois que derrière l'image publique, tout n'est pas un chemin plaisant. Et que des fois, on a un plan et on le respecte pas toujours, mais c'est important d'essayer d'y revenir quand même quand c'est quelque chose qui t'aide à avancer. Tu peux avoir des semaines un peu plus creuses, mais toujours revenir à cette structure qui te soutient et qui te permet d'avancer. Donc voilà, tu vois que derrière l'image publique, tout n'est pas un chemin plaisant. Je sais qu'il y a une métaphore ou une expression idiomatique pour exprimer ça, mais là, je la retrouve pas et je sais même plus si c'est en français ou en anglais. Bref, tu vois, je sais que j'ai parfois l'air de réussir à faire ceci ou cela, des choses que tu trouves incroyables, mais en fait, je mets juste un pied devant l'autre en combattant mes obstacles personnels du mieux que je peux. Et parfois, je tombe dans un trou et ça prend du temps d'en sortir. Les actions qu'on accomplit résultent d'un subtil équilibre ou déséquilibre entre nos besoins immédiats, en particulier les besoins liés à la survie, et les filtres appliqués par notre cerveau qui résultent de la façon dont est constituée la biochimie de notre cerveau, mais aussi de nos expériences passées, bonnes et mauvaises. Surtout mauvaises d'ailleurs peut-être. Ces filtres influencent nos décisions quand il s'agit de choisir nos priorités et notre plan d'action. Mais ça, je t'en parlerai aussi dans un prochain épisode sur le perfectionnisme. Bref, c'est pas simple tout ça. Alors je t'invite à regarder ce que tu fais avec le même œil bienveillant que tu diriges sur les autres et à reconnaître que tu n'es pas moins bien. Tu es sur ton propre chemin et personne d'autre n'est ou ne fait ce que tu fais. Donc il n'y a pas de comparaison possible. Ce qui m'amène tout naturellement à mon prochain point qui sera ma conclusion. Ton objectif est, lui aussi, unique. Ce qui t'amènera de la joie, de l'équilibre, un sens de la sécurité, des relations sociales ou toute autre valeur importante pour toi est un mélange de plein de choses. Et je pense qu'il n'y a pas deux personnes sur Terre qui partagent exactement le même mix et le même objectif. On a tendance parfois à se laisser aller à une tendance contre-productive. On veut sauter directement à l'étape du comment, qui peut réveiller beaucoup de peur et d'insécurité et nous paralyse ou nous emmène sur une voie qui ne nous correspond pas. Quand le pourquoi, le quoi, le why te tient suffisamment à cœur, tu peux entamer une démarche sur deux plans. Le développement personnel pour dépasser tes peurs et le développement linguistique pour t'aider à prendre confiance en toi dans cette langue étrangère. Surtout à un niveau avancé où on a déjà beaucoup de compétences linguistiques, mais parfois on n'a pas cette confiance parce qu'on traîne des choses depuis des années et on a besoin de faire ce travail de développement personnel et accompagné d'un développement linguistique, mais peut-être pas au sens où tu l'as connu avant dans ton apprentissage du français. Si on parle au niveau linguistique, peu importe ton niveau, je te dirais de continuer à travailler avec constance, en sachant que tout ce que tu fais te servira un jour quand tu décideras de l'activer grâce à une pratique plus ciblée. Peut-être que pour l'instant, tu n'as pas trouvé le pourquoi, ton rêve n'est pas encore très clair, mais si tu décides de commencer à travailler sur ton français quand tu seras à 2 mois de l'échéance, par exemple, ce sera trop tard. Mais si tu commences le travail maintenant que tu construis tes fondations en français et que tu décides d'intensifier et de structurer ta pratique à 2 mois d'une échéance future, ce sera peut-être pas suffisant pour être parfait ou parfaite, mais le résultat sera bien meilleur que si tu commences seulement 2 mois avant la date. Et les progrès seront plus rapides car tu sentiras vraiment la différence entre l'avant, quand tu travaillais comme moi je faisais avec le japonais en dilettante, qu'il n'y a pas d'intention claire, mais tu apprends quand même des choses, tout ça s'accumule, tu as des répétitions de plein de choses, et tu sentiras donc la différence entre cet avant, avec une intention peu claire, et l'après, où quand tu vas te mettre à travailler avec une intention claire en vue d'un objectif défini, tu vas voir que là, ton attention sera beaucoup plus concentrée et tout va se mettre à faire du sens ou prendre plus de sens. Donc, les choses que tu as travaillées, que tu as répétées, qui te paraissaient sans fin, si tu les pratiques de façon plus active, tu vas commencer à les maîtriser de plus en plus. Donc, voilà. Si tu n'as pas encore trouvé quel est ton rêve et ton projet avec le français, voici mon invitation pour toi. C'est de réfléchir aux questions suivantes. Quels sont tes rêves les plus fous ? Le français a-t-il une place dedans ? Quel sentiment génère le fait de parler français et ou de le comprendre, de le lire ? Ça peut être un truc que tu
tu trouves un peu honteux, quelque chose que tu n'oserais pas forcément dire en public tant que tu n'as pas accepté l'idée que c'est vraiment ça ta motivation et pas la raison que tu donnes quand tu ne veux pas te dévoiler. Je ne sais pas si c'est clair, mais par exemple, si j'apprends le japonais, en réalité, c'est pour satisfaire mon côté narcissique et compétitif. C'est cool quand tu dis « je parle japonais » et que les gens en face de toi sont « ah waouh !» Bah, j'avoue que ça entretient mon petit côté qui aime qu'on reconnaisse ses compétences, quoi. Mais ça génère un sentiment de gêne un peu parce que on n'a pas été habitué à poursuivre ce genre de projet un peu narcissique ou pas quelque chose qu'on peut exprimer. On a toujours besoin de trouver une raison rationnelle comme j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de passer un examen, j'ai envie de l'utiliser pour le travail. Ça, c'est les raisons rationnelles que les gens peuvent comprendre. Quand tu fais des choses pour toi-même parce que ça génère quelque chose qui te fait plaisir, comme le fait d'avoir l'air cool aux yeux des autres ou le fait de te sentir un petit peu français ou française parce que c'est une langue que tu aimes sans pouvoir l'expliquer. Bah justement, c'est compliqué de l'expliquer aux autres, mais toi, tu sais que c'est ça ton moteur qui te motive à faire tous ces efforts. Et donc là où je veux en venir, c'est que il faut pas avoir honte de cette raison. Même si les autres personnes à qui tu en parles ne peuvent pas comprendre, c'est un sentiment valide et peut-être que c'est une piste qui peut t'aider à intégrer le français dans ta vie. Par exemple, j'ai un ami qui est passionné de la langue française. Et bien maintenant, il habite dans une région francophone. C'était pas forcément le plan au départ, mais quand il est arrivé dans cette région, il a dit oui, c'est ici que je dois être. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont très personnelles et pas forcément rationnelles, mais je t'invite à aller dans cette direction, à l'explorer. Et du coup, moi, si on revient à mon exemple du japonais, maintenant j'ai trouvé un moyen de l'aligner avec mon projet professionnel d'enseignement. Mais la langue n'est qu'un outil au service de mes passions. Ma passion, c'est la découverte culturelle, le partage de mes connaissances à travers l'enseignement et de juste rencontrer des gens d'autres cultures dans leur environnement, si possible, pas seulement quand ils viennent dans mon pays. Donc, pour moi, la langue, c'est un outil. Et en tant qu'outil, ça n'a pas de valeur affective. Mais je sais que pour certaines personnes, comme cet ami dont je te parlais, la langue française, sa compréhension et sa maîtrise la plus profonde possible est quelque chose qui les passionne et qui peut susciter autant de joie que de douleur dans les moments où elles se sentent insuffisantes. Et je dis que ces personnes, comme Hugo que j'ai interviewé dans la première saison du podcast, sont françaises de cœur. Quand on est français ou française de cœur, ça suppose qu'on a aussi une autre influence culturelle qui complexifie la définition de notre identité. Et comme j'ai dit, ça peut être difficile à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas cet état et qui n'envisagent pas qu'on puisse ressentir un tel lien pour une langue ou une culture. Pour beaucoup de gens, une langue, c'est juste un outil pour communiquer. Ils n'ont pas cette relation affective avec une langue. Donc bref, si tu en as marre que des gens ou toi-même remettent en cause ta légitimité à t'exprimer comme tu le souhaites en français, que peux-tu faire pour démontrer que le français est une langue de communication à part entière pour toi? Et ce, peu importe la façon dont tu le parles. Si tu as un accent, si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Si tu penses que tu as besoin de renforcer tes compétences techniques, ta grammaire, ton vocabulaire, ta prononciation, etc., n'hésite pas à chercher de l'aide, mais je t'invite à travailler avec quelqu'un qui est capable d'aborder les blocages mentaux et qui saura t'écouter et non arriver avec des solutions toutes faites qui ne te correspondent peut-être pas. Même si je ne suis pas disponible personnellement pour du coaching individuel en ce moment, on peut faire ensemble le programme Feuille de route, prendre confiance en français, pour identifier ta motivation, tes peurs et faire un diagnostic linguistique qui te permettra de planifier les prochaines étapes de ton apprentissage. Ensuite, je pourrai te référer à des coachs ou des professeurs si tu veux un accompagnement individuel. Une fois que tu auras identifié ta vision, ton intention ou ton rêve en français, ce sera le moment de s'intéresser au comment et à un calendrier réaliste pour mettre en place un plan d'action. Si tu as un niveau intermédiaire supérieur ou avancé, à partir de B2, le programme Feuille de route Prendre confiance en français est pour toi.
Et je t'invite à le faire en 2 semaines. C'est pas grave si ça te prend plus de temps, mais un délai court permet de le terminer et de le revisiter plus tard. Je sais que c'est souvent une habitude des gens qui font des cours en ligne d'offrir des bonus en plus, mais le contenu est déjà dense dans cette formation et je veux pas te perdre en te donnant encore plus de choses pour te distraire de l'objectif d'avoir une réflexion autour de ton programme d'apprentissage. Bien sûr, dans le cadre de ce programme, je peux te conseiller des ressources en français si tu as besoin de certaines choses que tu ne connais pas, et moi je sais que ça existe et si j'ai les références, je te les transmets bien sûr. Mais l'objectif est d'acquérir des compétences transversales. La planification, la métacognition, la connaissance de soi et une fondation avant de s'attaquer à l'étude spécifiquement du français avec un état d'esprit plus serein et avec confiance en tes possibilités. En fait, ce programme peut être utile avec d'autres domaines de ta vie et pas seulement le français. Pour revenir au sujet de ce podcast, motivation, priorité et action et tes rêves les plus fous, je pense que j'ai déjà fait un ou des épisodes sur ce thème du pourquoi et de la motivation, mais ça fait longtemps. Notre vie suit son cours, notre situation et nos envies évoluent, donc on doit refaire ce travail régulièrement pour trouver ou retrouver un sens à notre vie. Si tu ne l'as pas lu, je te conseille la première partie du livre de Viktor E. Frankl, Man's Search for Meaning, tiré de son expérience de prisonnier à Auschwitz. La seconde partie est plus austère car orientée sur la présentation de son approche appelée logothérapie, mais la première partie, bien qu'elle soit difficile, parce que bon, c'est une expérience à Auschwitz, j'ai pas besoin de te décrire ce que c'est, ça fait réfléchir sur la condition humaine, la résilience et ce qui nous fait avancer. À mon humble niveau, j'espère que cet épisode va t'aider à raffiner ou identifier la suite que tu veux donner à ton apprentissage du français et à ce que tu souhaites accomplir, même si pour le moment, ça te paraît trop énorme ou que tu penses encore que tu ne le mérites pas ou que tu n'es pas à la hauteur. N'hésite pas à m'envoyer un email pour partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ciao, ciao! Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.